Bonjour à tous, je me présente Gabriel Jabicani, je dirige le département Innovation Opération au sein de notre direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Et j'ai le très grand plaisir dans notre éventail de partenariats qu'on pilote, d'avoir notre partenariat depuis pas mal d'années avec l'IHEST. À mes côtés, Sylvane Cassademont, qui dirige l'IHEST, à qui je vais donner la parole dans un instant. Euh, un mot rapide pour vous dire qui on est et qu'est-ce qu'on fait là. Alors, vous connaissez la Banque des Territoires, Blandine, qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans ce très beau lieu emblématique désormais qui est le hub de territoire, a dit un mot sur cet endroit. Notre métier d'investisseur est bien plus qu'un métier d'investisseur, et plus généralement la Banque des Territoires, grand financeur, est bien plus qu'un financeur. Et c'est ce qui justifie que nous sommes là. La Banque des Territoires, elle a 4 ans. Elle avait été créée en consolidant les activités territoriales de la Caisse des dépôts. Et en particulier, nous donnons une mission d'accompagnement des territoires, bien au-delà de simplement apporter de l'argent. Et c'est ce qui nous légitime aujourd'hui à accueillir l'IHEST et à mener ces réflexions, parce que si on veut accompagner les territoires pour se développer et répondre aux grands défis qui se posent à eux aujourd'hui, il est indispensable d'anticiper, de créer des capacités d'accompagnement. On a une très importante activité d'ingénierie territoriale, c'est de l'accompagnement en études auprès des territoires à tous les échelons, depuis la plus petite commune rurale jusqu'aux grandes métropoles et aux grandes régions du pays. Notre partenariat avec l'IHEST, il a pas mal d'années. 2016 2012, merci. Cette année, on travaille sur les sols, sur le foncier, et vous allez entendre beaucoup d'intervenants passionnants dans la journée, après 2 premiers webinaires qui se sont tenus à distance dans les semaines précédentes. Je voudrais vous remercier, Sylvane, d'être à nos côtés, et puis remercier également Lucille Grasset et Catherine Veglio, qui travaillent à vos côtés, en particulier pour faire vivre ce partenariat et qui ont permis à cette journée d'exister. Le sujet du sol et de la ressource foncière, c'est un sujet que les acteurs territoriaux connaissent depuis longtemps. Une des premières missions des collectivités locales, c'est l'activité d'aménagement. Les acteurs territoriaux le connaissent depuis longtemps. Les acteurs nationaux, ça n'a pas toujours été une priorité absolue. Et il est vrai qu'on a découvert récemment, certains ont découvert récemment, à la faveur de plusieurs événements de petite ampleur, une crise sanitaire mondiale qui a mis sous tension extrême les chaînes d'approvisionnement mondiales et qui a réinterrogé ce que sont les frontières d'un point de vue économique et productif et alimentaire. Et donc qui a interrogé la question de qu'est-ce qui est produit sur notre sol versus ce qui est produit hors de notre sol. Et donc on a redécouvert un peu la matérialité de la production. Un contexte géopolitique qui s'est encore un petit peu complexifié depuis le début de l'année et qui rajoute une couche de contraintes sur les mêmes chaînes d'approvisionnement, en particulier industrielles et alimentaires. Et c'est très malheureux, mais aujourd'hui, on se repose des questions en France et dans beaucoup de pays dans le monde. On est à ce stade pas les plus sous tension en matière de ressources agricoles, des pays qui se nourrissent avec du blé qui ne vient, en particulier le blé, qui sont incapables de produire. On pense en particulier aux pays de l'arc méditerranéen, où il y a une grande tradition de nourriture à base de blé et de pain, et qui n'en produisent peu ou pas du tout. Des gens, depuis 6 mois, alertent sur un risque de famine généralisée dans l'année qui vient dans certains pays du monde. Et puis, si je me projette un tout petit peu plus en arrière, les risques climatiques et avec les risques qui pèsent sur la biodiversité, qui ont
un peu avant les deux événements tout à fait majeurs que j'ai décrits, l'un il y a 6 mois, l'autre depuis bientôt 3 ans, ont commencé à nous inviter à nous réinterroger sur ce qu'on faisait de la planète, et en particulier sur ce qu'on fait de plus concret, la planète, le sol sur lequel on marche. Et aujourd'hui, les enjeux de biodiversité, ils amènent à mettre en concurrence des activités. Alors, c'est pas de nouveau que les activités humaines rentrent en concurrence, mais on en a rajouté une nouvelle. Ce qu'on a dit, on a besoin, dans la concurrence entre l'industrie, le logement, la production alimentaire, les loisirs aussi, et tout ce qui va avec pour vivre, on a besoin de préserver des entités qui restent à l'état naturel, parce que même si l'humain ne s'en sert pas directement au quotidien, ils sont absolument essentiels. C'est même plus à notre bien-être, c'est à notre survie. Et donc c'est à ce moment-là où on a commencé à parler de la préservation des espaces naturels. On pense tous évidemment à la préservation des forêts, poumons de la planète. On pense aux océans, qui jouent un rôle majeur. Les 3/4 de la surface de la planète jouent un rôle absolument majeur dans la régulation climatique du pays, de la planète. Et puis la préservation de tous les grands équilibres naturels entre les différentes espèces. Tout ça pour dire que ces sujets du foncier commencent à être assez répandus dans la culture politique et économique et dans la culture grand public. Nous, grands acteurs institutionnels, avec nos partenaires, les élus des territoires, les élus nationaux, on est attendus par les citoyens. On compte sur nous, avec nos moyens financiers et aussi nos moyens politiques, nos moyens d'accompagner la réflexion, de la pousser. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour, entre nous acculturer, s'assurer qu'on se pose les bonnes questions et essayer de construire les réponses au fil de l'eau. Alors ce soir, on n'aura pas fini, on n'aura pas sauvé la planète ce soir, on n'aura pas répondu à toutes les questions sur le foncier, mais on sera, j'espère, un petit peu plus acculturé et un petit peu plus intelligent pour demain, après-demain et dans 10 ans prendre les bonnes décisions qui s'imposent, pour être capable au quotidien, chacun dans nos activités, y compris les collaborateurs de la Banque des Territoires que je vois ici, d'être capable de prendre les meilleures décisions, ou à défaut, au moins de temps en temps, parce que c'est la réalité, les moins mauvaises. Les projets sont soumis à des injonctions contradictoires absolument permanentes. Il faut créer de l'emploi, pouvoir se nourrir, mais il ne faut pas toucher aux zones humides et aux forêts pour préserver la biodiversité et ne pas émettre de CO2. Ces questions, elles se posent absolument tout le temps sur chaque projet que nous accompagnons, sur chaque projet que vous, acteurs territoriaux, vous voyez. Cette journée, elle est consacrée à construire des clés pour répondre, pas de manière évidente, il n'y a pas ou très rarement de réponse évidente, mais construire les bons schémas théoriques et concrets pour prendre les meilleures décisions demain et après-demain. Je vous remercie, et puis Sylvane, je vous donne la parole. Alors, est-ce que je fais quelque chose? Push, ça doit être... Voilà, ça marche. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette introduction extrêmement féconde et qui reprend vraiment, qui cadre bien le sujet. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement la Banque des Territoires, et qui est effectivement un des partenaires clés de l'IHEST. L'IHEST, qui est un établissement public sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a pour mission, disons, pour cœur de mission, de faire des cycles de formation qui sont à destination des cadres en situation de responsabilité et de décision, qu'ils viennent du secteur public ou du secteur privé, que ce soit des consultants, des journalistes ou des élus, c'est-à-dire tout ce que, je vais utiliser le mot qui fâche, mais j'aime bien, tout ce qui constitue l'élite de la nation et qui est en charge donc de préparer et de prendre les décisions. Bon, ça fâche ou ça fâche pas, mais je crois que de temps en temps, appeler un chat peut permettre de remettre les deux pieds sur le sol, précisément, dont nous allons parler aujourd'hui. Et ces cycles de formation ont une spécificité que n'ont pas les autres organismes de formation. C'est que nos formateurs sont les chercheurs
Alors, les chercheurs du public d'abord. Si j'ai en tête les statistiques du ministère des années 2017-2018, il y a 250 000 chercheurs en France. Donc, l'IHEST est riche des connaissances des 250 000 chercheurs. L'IHEST, évidemment, n'a aucune de ces connaissances, mais est capable de les mobiliser. Donc, sur à peu près tous les sujets possibles. On fait de la recherche dans ce pays sur tous les sujets possibles. Donc vous avez toujours de très bons chercheurs, d'excellents spécialistes qui peuvent parler d'un sujet. Donc l'IHEST les mobilise sur quoi? Sur les enjeux sociétaux, puisque nous avons été créés pour rapprocher les sciences et la société en général. Et chaque fois que nous concevons des cycles de formation et que nous proposons ces cycles, en général, ils suscitent un grand intérêt, mais ils ont un défaut, c'est qu'ils sont très longs. Bon, et on a une subvention pour charge de service public uniquement pour ces cycles. Et nous avons eu vraiment la chance de pouvoir rencontrer, à l'époque c'était la Caisse des dépôts en 2012, donc, comme vient de le rappeler Lucille, et puis de pouvoir vous intéresser à ce que nous faisions. Et vous nous avez permis de développer, d'une part, des séminaires courts du type de celui qu'on va vivre aujourd'hui, et également, peu à peu, des actions sur mesure auprès des territoires, ce que nous appelons les universités territoriales, que nous faisons évidemment, que nous ne ferions pas sans vous et que nous faisons en collaboration donc avec la Banque des Territoires. Donc c'est la deuxième activité de l'IHEST, c'est de véritablement voir comment, modestement, cet institut peut amener au territoire les meilleurs chercheurs pour éclairer sur des sujets qui sont des sujets concrets et pour, si vous voulez, enrichir l'arbre de décision. Donc vous avez bien conclu sur la nécessité finalement de prendre les décisions les moins mauvaises possibles et si on peut les meilleures possibles. Les sciences ne donnent pas la décision. On a bien vu avec le Covid que sans les sciences, c'était bien difficile de décider quoi que ce soit de pertinent. Donc voilà le créneau sur lequel nous sommes à l'IHEST et la question des territoires est vraiment liée à notre partenariat auquel vraiment nous tenons beaucoup. Et ce que nous apprécions vraiment, c'est que nous co-construisons avec vous. Vous avez dit que vous accompagniez les territoires et vous ne faisiez pas que les financer. Eh bien, avec l'IHEST, c'est la même chose. Donc, un grand merci. Je voudrais remercier aussi les chercheurs et les intervenants qui vont aujourd'hui intervenir. Donc, alors, on parle toujours du POPSU, du PUCA. Je ne suis pas sûre de pouvoir traduire le sigle, mais je pense que Catherine a tout prévu dans le programme. On jargonne beaucoup dans l'enseignement supérieur et la recherche. Merci aussi aux intercommunalités qui sont présentes et à tous les experts qui vont intervenir. Je vais pas revenir sur les enjeux que vous avez parfaitement décrits. Je voudrais juste rappeler, puisque je parlais des scientifiques, que nous avons eu 2 webinaires auxquels vous avez sans doute assisté, pour résumer 2 ou 3 messages que nous ont dit les 2 grands chercheurs que nous avions invités. Marc-André Sellos, professeur donc au Muséum d'histoire naturelle et qui est un des meilleurs spécialistes alors de beaucoup de choses. Des champignons, à la base il est mycologue, mais des petites bêtes qui sont dans le sol. Bon, et puis évidemment des sols. Donc je ne sais pas comment il s'arrange avec ses collègues du BRGM, mais ça a l'air de très très bien marcher. Et donc lui c'est le spécialiste, je dirais, de la biologie, de la chimie des sols. Et puis nous avions Bertrand Schmitt, qui lui est économiste à INRAE, donc l'Institut de recherche en agronomie et en écologie, hein, bon, depuis quelques années, et qui lui fait davantage d'études économiques à propos des sols et sur la manière dont les sols évoluent sous la pression anthropique, sous la pression des activités humaines. Alors, Marc-André Sellos a rappelé que le sol est le placenta de l'humanité. J'ai bien aimé cette formule. C'est grâce au sol que nous nous constituons. Il s'est constitué pendant toute l'évolution de la planète et il se reconstitue à l'échelle géologique. Ça veut donc dire que quand nous, il a insisté là-dessus, quand nous artificialisons un sol ou quand nous polluons un sol,
eh ben, c'est pas à l'échelle humaine que la résilience pourra se faire. Donc, ce sujet des sols, dont vous avez dit qu'il commençait vraiment à émerger, il est quand même assez fondamental. Et c'est vrai que peut-être qu'au niveau national, vous avez dit qu'on s'en était peut-être moins occupé ou qu'on en était moins proche. Je ne voudrais pas faire un parallèle avec Paris, qui est un petit peu éloigné quelquefois des réalités des territoires. Pour venir de territoires, je confirme. Donc, on est un peu hors sol. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'enjeu de la préservation que vous avez rappelé. Nous avions une urbaniste qui a dit oui, enjeu de la préservation, mais enjeu aussi justement pour les urbanistes et les aménageurs. Donc elle y voyait un message important pour les urbanistes et les aménageurs. Et quant à Bertrand Schmitt, eh bien, il a rappelé que malheureusement la croissance continue des surfaces artificialisées menaçait quand même l'équilibre écologie et anthropisme des sols. Et il a surtout expliqué que l'enjeu était autour des agglomérations. Et ça ne va pas s'arranger, puisque 80% de la planète va vivre dans les villes à l'horizon 2050, si j'en crois là aussi les études des chercheurs. Et c'est là qu'on est, et je ne vais pas répéter ce que vous disiez, mais dans le paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut à la fois développer les villes, il faut à la fois accueillir toutes ces populations, il faut à la fois développer les industries, les loger, et en même temps les nourrir, préserver l'environnement, préserver les sols. Donc nous voilà avec un dilemme particulièrement complexe. Et ce que vous avez rappelé aussi, et je terminerai par là, c'est par l'intelligence collective qu'on va résoudre le problème. C'est tellement complexe, compliqué, à l'échelon de tellement de territoires qu'il faut vraiment à la fois des gens qui aient des connaissances théoriques, mais aussi qui aient des connaissances fines et expérimentales de leur territoire. Et un territoire n'est pas le même en France, à l'autre bout de la planète. Et en France, il y a une diversité de sols et de territoires. Si bien que si on ne se fait pas, si on ne participe pas tous les acteurs à interroger ce problème, à réfléchir sur ce problème et à s'informer sur ce problème, on n'y arrivera pas. Donc, ce n'est pas une personne ou un groupe de personnes qui vont résoudre le problème avec des décrets ou des lois, même si les lois sont fondamentales, mais après, il faut les appliquer. Et ça, c'est l'intelligence collective. Donc, c'est extrêmement facile pour moi de vous dire, eh bien, écoutez, mettons-nous au travail. Merci beaucoup.